Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you. Dimanche 5 avril 1722. Un premier marin voit une terre à l'horizon. Miracle. Ça fait 5 mois, 2 semaines et 1 jour que l'explorateur Jacob Roereven et ses 3 navires ont quitté la Hollande. Ils veulent être les premiers à découvrir le mystérieux continent du Sud, celui que plusieurs navigateurs disent avoir aperçu. Et c'est là, à 3500 km des côtes chiliennes, au beau milieu du Pacifique Sud, qu'ils trouvent leur Graal. Un dimanche de Pâques en plus. Ce signe divin suffit pour que l'explorateur nomme l'île à cette occasion. Ils doivent encore rester au large le temps que la tempête se calme, mais ce qu'ils voient déjà au loin les enthousiasme. De la fumée s'élève de plusieurs parties de l'île, et alignés sur la côte, des dizaines de monolithes de pierre les attendent avec impatience. 4 jours plus tard, Jacob Roereven déchante lorsqu'il met pied à terre. Les descriptions des autres explorateurs ne collent pas. Autour de lui, au lieu du sable et des montagnes promises, il n'y a que la roche volcanique et de grandes plaines sèches à perte de vue. Mais ce sont les statues de pierre qui l'intriguent le plus. Au-delà de leur corps assez peu détaillé, elles ont surtout un grand visage rectangulaire et allongé, un nez imposant et une large arcade sourcilière qui projette toujours une ombre inquiétante sur leurs yeux. Certaines sont couchées sur le sol, mais celles encore debout sont immenses, jusqu'à 9 mètres de haut. Et il y en a des centaines partout sur l'île. Il a bien rencontré quelques tribus locales depuis son arrivée qui vouent d'ailleurs un véritable culte aux statues. Mais comment ce petit nombre d'insulaires, vivant presque nus dans des cabanes en bois, a fait pour soulever et transporter ces visages rocheux ? Il leur faudrait de la corde solide et des gros troncs de bois épais pour déplacer tout ça aux 4 coins de l'île. Beaucoup de troncs de bois. Mais Jacob Roereven ne voit aucun arbre à l'horizon. De vieux volcans, à peine quelques arbres, et de grandes steppes à perte de vue. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Dans cet épisode, je vais vous raconter l'histoire d'une île qui fait l'objet de nombreux mystères et fantasmes depuis sa découverte. Un petit caillou triangulaire, à peine plus grand que la ville de Nîmes, mais dont les statues Moai n'ont pas encore révélé tous leurs secrets, l'île de Pâques. Entre théorie d'ingénieur et effondrement d'une civilisation, découvrez son fabuleux destin. Les voyages d'explorateurs occidentaux sur ce rocher chilien se multiplient dans les siècles qui suivent sa découverte. Les premières observations de Jacob Roereven se précisent au fur et à mesure. On compte finalement plus de 800 statues Moai sur l'île de Pâques, pesant en moyenne 14 tonnes chacune, toutes construites en peu de temps à l'échelle d'une civilisation. Les études scientifiques récentes permettent d'affirmer qu'elle est habitée au moins depuis le XIIe siècle de notre ère. Ce sont des peuples polynésiens arrivés par bateau depuis d'autres îles de l'océan Pacifique qui colonisent ce bout de terre appelé Rapa Nui dans la langue locale. Très vite, ils commencent à construire les visages de pierre qui deviendront le symbole de l'île. Entre 1250 et 1500, ils creusent les flancs du volcan éteint de Rano Raraku pour en extraire des blocs de tuf, une roche volcanique facile à tailler. Ensuite, les théories scientifiques varient. Pour certains historiens, les blocs sont façonnés sur place, mais pour d'autres, la roche volcanique n'est transformée qu'après avoir été déplacée là où la statue doit se tenir,
souvent le long de la côte. Dans tous les cas, les explorateurs font face à un premier mystère. Les Moai se trouvent parfois jusqu'à 18 km de la carrière du volcan. Comment est-ce que cette petite civilisation a fait pour les transporter aussi loin, alors que certaines statues pèsent plus de 80 tonnes ? Face au manque de forêt pour expliquer l'usage de rondins de bois, les premières pistes restent assez floues. 170 ans après la découverte de l'île, un descendant des premiers habitants de Rapa Nui raconte à un évêque que des cailloux bien ronds étaient placés sous les statues avant de les tirer vers leur destination. Impossible au risque de les endommager à force de frottement entre les pierres. En 1934, un autre descendant affirme même que ses ancêtres utilisaient des patates douces et autres légumes ronds pour faire glisser les Moai. Mais là encore, cela aurait nécessité des tonnes de légumes au risque de créer de véritables famines sur l'île. Pourtant, un détail un peu plus sérieux apparaît juste avant la Première Guerre mondiale. Entre 1914 et 1915, l'archéologue britannique Catherine Woodledge s'installe sur l'île pendant plusieurs mois. C'est au cours d'une promenade au sommet d'une petite colline qu'elle observe pour la première fois une ligne à travers la plaine, une ancienne route. Tracée jusqu'à la base de la carrière volcanique, elle note même qu'une vingtaine de statues sont couchées ou même brisées le long de ce chemin. Surtout, elle rencontre un homme qui lui donne une explication poétique de la méthode utilisée pour transporter les statues. Elle marchait et certaines sont tombées en chemin. À première vue, cette phrase semble avant tout spirituelle, puisque le peuple polynésien intégrait ces visages de pierre dans leur culte religieux. Mais en 2011, des chercheurs de l'université américaine de Binghamton publient une étude stupéfiante. Dans une vidéo, 18 personnes réussissent à déplacer un faux Moai de 5 tonnes sur une centaine de mètres en position debout. La technique, tirer la statue avec des cordes dans 3 directions pour la faire dodeliner de droite à gauche et la faire en quelque sorte marcher petit à petit. Un peu comme on déplace une machine à laver. L'équipe se félicite, le mystère est résolu. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast, cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Le problème, c'est que cette théorie est critiquée par d'autres scientifiques. Dès la sortie de l'étude, l'archéologue belge Nicolas Cauve pointe du doigt la méthode filmée pour faire marcher le Moai. Alors qu'il faut beaucoup d'espace plat autour de la statue pour tirer les cordes et la garder en équilibre, elle a été testée sur un terrain bien moins accidenté que les bords des anciens chemins de l'île de Pâques. Ce spécialiste de Rapa Nui continue de préférer l'idée des rondins de bois, mais il reconnaît quand même que la technique des cordes a pu être utilisée pour déplacer des blocs de pierre. Pour lui, les Moai ont plutôt été taillés sur leur lieu d'installation. Ceux qui bordent les anciennes routes de l'île de Pâques ne seraient donc pas des accidents, mais plutôt des statues érigées pour mettre en valeur les voies de transport. En fait, ce débat sur le déplacement des Moai est à l'image des autres mystères de l'île de Pâques. Ces immenses visages de pierre éparpillés sur une petite île isolée et peu peuplée provoquent beaucoup de fantasmes et de théories. Quelle que soit la véritable méthode, les archéologues sont formels, la vie sur l'île de Pâques a radicalement changé entre l'époque de la création des statues et l'arrivée des Européens. C'est l'autre énigme de l'île de Pâques. Les études environnementales montrent qu'à l'arrivée des premiers Polynésiens sur Rapa Nui, l'île était remplie de forêts. Rien à voir avec les plaines sèches découvertes 700 ans plus tard par l'explorateur hollandais. Pire, des chercheurs estiment qu'il aurait fallu une population de 15 000 personnes sur l'île pour ériger autant de Moai en si peu de temps. Bien plus que les 2 000 à 3 000 habitants présents à l'arrivée des Européens au XVIIIe siècle. Mais alors, qu'a-t-il bien pu se passer ? Face à ce contraste entre des centaines de Moai et le peu d'habitants et de forêts, les premiers explorateurs ont vite imaginé le pire. En 1872, l'écrivain Pierre Loti visite l'île de Pâques et constate que des Polynésiens détruisent violemment leurs statues. Pour lui, la civilisation de Rapa Nui s'est rapidement effondrée après un changement brutal de leurs croyances et des guerres entre tribus. Mais surtout, une théorie en particulier va devenir extrêmement populaire au début du XXIe siècle. En 2005, le biologiste et géographe américain Jared Diamond publie un essai appelé « Effondrement ». Son postulat, la population polynésienne de l'île de Pâques a abattu des arbres sans compter, notamment pour déplacer les statues Moai sur des rondins de bois.
au point d'arriver à un moment où le bois manqua, ce qui aurait poussé les différents clans de l'île à s'entretuer pour ces dernières ressources et détruire leur moai. Un véritable suicide écologique. L'idée n'est pas neuve, elle était déjà formulée par l'explorateur français Lapérouse après sa visite de l'île en 1786. La violence entre clans est également évoquée depuis longtemps. En 1941, un habitant de Rapa Nui raconte une ancienne histoire de vengeance à l'archéologue français Alfred Métro. Après qu'une femme ait été tuée puis mangée par une autre tribu, son fils aurait alors détruit un moai du clan ennemi en représailles. Mais les éléments qui vont dans le sens d'une guerre civile s'arrêtent là. L'archéologue Nicolas Cauve estime qu'il y a bien eu une culture guerrière à Rapa Nui, mais pas plus que dans d'autres sociétés polynésiennes. Et surtout que les millions d'arbres présents à l'époque n'ont pas été déboisés uniquement par le transport des statues. Un dernier clou dans le cercueil de cette théorie est planté en 2021. L'université de Binghamton montre dans une nouvelle étude que les sols de l'île de Pâques ne montrent aucun signe de déforestation rapide, au-delà du développement de l'agriculture. Même les estimations d'une ancienne population de 15 000 personnes seraient fausses. Finalement, cette théorie de l'effondrement a surtout eu du succès car elle cherche à être une métaphore de notre propre surconsommation de ressources en pleine crise climatique. Mais les hypothèses actuelles penchent plutôt pour une invasion de rats ou un effet du climat local sur les espèces d'arbres de Rapa Nui. L'île de Pâques garde donc encore quelques zones d'ombre et les solutions à ces mystères sont à prendre avec des pincettes. Mais même si l'île n'a pas subi de suicide écologique, elle reste menacée par le réchauffement climatique. En 2022, un incendie a détruit 100 hectares d'arbres replantés et endommagé plus de 80 statues. Le temps presse pour y trouver des réponses. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins. La semaine prochaine, je vous raconterai l'histoire d'un empereur hors du commun. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.